Pourquoi on a commencé par faire passer en revue ces images? Ça correspond à l'invitation qui a été lancée qu'on devrait parler de l'Afrique pour cette année, faire le bilan pour cette année 2011, voir tout ce qui s'est passé en Afrique. Ça fait tellement mal au cœur que ça ne peut pas vraiment nous laisser indifférents en tant qu'Africains. Alors on a besoin de nous tous d'être là, discuter et parler de ce qu'il y a. Parce que si nous continuons de cette sorte, nous trouvons que quelque part, notre terre est devenue un terrain de bataille qui fait profiter aux puissances occidentales dans le but tout simplement de s'emparer de nos richesses. Au lieu qu'il y ait en réalité ce qu'on appelle le commerce équitable, mais c'est devenu entre guillemets ce que les anglophones appellent le greenwashing company. C'est-à-dire, chaque société a besoin, une entreprise a besoin d'aller de l'avant pour maximiser les recettes, mais en réalité, ils cherchent quoi? À minimiser le coût d'achat de matières premières qui proviennent chez nous. Et ces achats de matières premières, en réalité, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ce sont les arbres. Voilà la raison pour laquelle nous avons voulu vraiment être ensemble pour en parler et chercher à faire comprendre tout le monde. Nous devons, nous, comprendre la réalité, comment fonctionne le monde actuellement, enseigner à nos enfants et prendre conscience de ne pas nous entretuer entre nous, qu'il y ait une certaine solidarité, nous tous, pour qu'on arrive à avancer, à aller de l'avant. Voilà, d'une manière brève, nous avons voulu que tout le monde soit là. Je vais tout de suite passer la parole à notre compatriote comme là. Merci. Moi, je voudrais remercier ceux qui ont accepté d'être là. Voilà, je pense que l'essentiel, c'est de nous retrouver entre nous, de discuter un peu, de voir ici en Sus quels sont les problèmes auxquels nous faisons face en tant qu'Africains et quels sont les problèmes que notre peuple a sur le continent actuellement et comment faire pour pouvoir les résoudre. Et donc, le thème qui a été choisi, c'est l'année 2011 en Afrique, bilan et perspective. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique en 2011? Quelles sont les difficultés auxquelles nous faisons face en tant que peuple? Et en termes de perspective, comment est-ce que nous entrevoyons résoudre ces problèmes? Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre quelques faits très importants qui se sont déroulés en Afrique cette année 2011 et essayer justement de les décortiquer. Et après, peut-être, les débats nous permettront de revenir sur un certain nombre de choses. Bon, les questions et réponses peut-être nous permettront de clarifier un certain nombre de points qui peut-être ne seraient pas soulignés dans la communication que je vais présenter. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que l'année 2011 constitue pour nous, Africains, l'une des années les plus catastrophiques. C'est l'une des années les plus difficiles pour nous. Parce que en 2011, notre peuple a eu à affronter deux guerres majeures qui jusque-là se passaient de façon interposée entre ethnies ou entre peuples, etc. Mais cette fois-ci, on a vu clairement l'Occident se mettre en mouvement en direction de l'Afrique au travers de deux événements, à savoir d'une part la Côte d'Ivoire, où la France a clairement montré son visage et a décidé de renverser le régime de Laurent Gbagbo sous prétexte qu'il y a une fraude électorale. Et après, on a vu une deuxième attaque
en Afrique opérée par l'OTAN contre le régime de Muammar Kadhafi en Libye. Bon, on a allégué aussi là-bas qu'il y aurait une révolution pacifique qui se déroulait et qui était en train d'être massacrée par Kadhafi. Bon, les faits montrent clairement qu'il n'était pas question de révolution pacifique et que, en réalité, Muammar Kadhafi a été chassé depuis 1969, depuis son arrivée au pouvoir. Quand il était arrivé, très jeune, il avait procédé à un certain nombre de réformes qui avaient mis clairement les pays occidentaux en dehors des frontières de la Libye, notamment la Grande-Bretagne, qui avait jusque-là une base militaire basée en Libye. À l'arrivée de Kadhafi, Kadhafi les a expulsés et avait nationalisé le pétrole libyen, de sorte à ce que ce pétrole puisse produire des résultats qui seraient bénéfiques au peuple libyen. Et effectivement, depuis cette année, depuis 1969, les Occidentaux ont toujours cherché à éliminer Kadhafi. Ils ont d'abord procédé par bombardement dans les années 80 de sa maison. Bon, ils n'ont pas pu l'atteindre. Après, ils ont sous-traité son assassinat à Saddam Hussein, qui n'a pas pu non plus l'assassiner. La CIA et tous les services secrets occidentaux aussi ont œuvré dans ce sens, mais ils n'ont pas pu. Bien, comme ils n'arrivaient pas à l'assassiner de cette façon, eh bien, tranquillement, on a fait comprendre à Kadhafi que bon, maintenant, le problème était résolu et que bon, voilà, il peut maintenant réintégrer ce qu'on appelle la communauté internationale et on l'a fait venir pour mieux l'encercler. Alors, pour mieux maintenant avoir la possibilité de pénétrer la Libye et travailler à l'intérieur de la Libye pour pouvoir les vincer. Et c'est ce qui a été fait. Alors, quand Kadhafi a été remis dans ce qu'on appelle la communauté internationale, on lui avait, vous avez vu les images, je crois en 2008, 2009, 2010, où il était bien reçu dans les capitales occidentales. Et après, bon, voilà, on a réussi à travailler autour de son régime, certaines personnes, et après, on est passé à l'attaque pour l'éliminer. Bon, donc, il y a eu ces deux guerres majeures qui ont non seulement renversé des régimes qui sont plus ou moins favorables à nos idées, qui sont plus ou moins favorables au peuple africain. C'est les seuls régimes d'ailleurs, c'est les seuls régimes qui restent, parce que quand on observe bien qui sont ceux qui restent actuellement en Afrique comme dirigeants, il n'y a que les Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara, au Togo, le fils de Yadema qui a remplacé son père, au Gabon, le fils de Bongo a remplacé son père. Aujourd'hui, nous voyons ce que le Sénégal est en train de devenir sous Wade, qui aujourd'hui même, à l'heure où nous parlons, a réussi à valider sa candidature alors que la Constitution ne lui permettait pas cela. Et dans le même temps, la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature de Youssou N'Dour, le chanteur Youssou N'Dour, dont la candidature avait rempli toutes les conditions pour pouvoir être admise. Mais, bon, voilà, ils ont rejeté cette candidature, ce qui fait qu'actuellement, au Sénégal, il y a des troupes et, bon, on a commencé par enregistrer des morts au Sénégal. Au Cameroun, qui est-ce qu'on a? Paul Mvondobia, qui est là depuis des années, qui est là depuis des années, qui passe des jours et des jours, des semaines et des mois ici en Suisse. Il réside pratiquement ici en Suisse. Quand il va au Cameroun, on dit qu'il est en visite. Le président du Cameroun, quand il va au Cameroun, on dit que Paul Biya est en visite au Cameroun, il vient juste chercher de l'argent pour revenir dans son pays qui est la Suisse. Bon, voilà. Au Nigeria, qui est-ce qu'on a au pouvoir? Des hommes totalement inexistants, qui ne contrôlent rien du tout, mais qui, en face de la crise ivoirienne, avaient voulu aller bombarder le pays parce que, soi-disant, Gbagbo ne respectait pas les règles démocratiques. Bon. Donc, voilà, au Nigeria, c'est Goodluck Jonathan,
qui aujourd'hui, on le voit, ne maîtrisent rien du tout. Ne maîtrisent rien du tout. Bon. En Centrafrique, on a Bozizé. Voilà, en Afrique du Sud, on a Zuma et quelques autres. Voilà, donc ce sont ces laquais qu'on a actuellement au pouvoir et qui ne travaillent pas du tout dans l'intérêt de l'Afrique, du peuple noir. Et aussi, ce qu'il faut mettre dans ce bilan, c'est la question de l'économie africaine. Voilà, parce que le problème que nous avons, c'est que les richesses de l'Afrique n'ont jamais profité aux peuples africains. Ça fait des millénaires maintenant, depuis que nous avons quitté, depuis que notre peuple a quitté l'Égypte antique, que nos richesses ne nous profitent plus à notre peuple. Si bien que notre peuple est obligé, malgré tout ce qu'il a comme richesse, de sortir, de quitter l'Afrique, si bien même que les gens, la population africaine, la jeunesse africaine, n'entrevoient même pas son avenir sur le continent africain. Nous sommes obligés de partir, de quitter notre continent, d'émigrer, d'aller demander aux autres de nous aider, de nous donner voilà, ce qui en réalité est le nôtre. Voilà. On les supplie pour qu'ils nous donnent une petite part de ce qu'ils ont volé chez nous. Voilà. Et dans le même temps, une bonne partie de la jeunesse africaine qui veut partir meurt sur les océans, meurt en Méditerranée. Et dans le même temps, l'Europe a érigé ce qu'on appelle le Frontex, qui protège les frontières de l'Europe. Et l'Europe profite de cet outil-là pour tirer, pour assassiner nos frères africains qui sont dans les bateaux pour venir chercher de quoi se nourrir en Occident. Donc on les assassine. Donc cette année a confirmé effectivement cette pratique aussi. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que effectivement, ce qui est corrélatif à la question de l'économie africaine, c'est que effectivement nos richesses, comme je l'ai dit, ne profitent pas à notre peuple. Donc l'économie africaine est une économie extravertie. Tout ce que l'Afrique produit en termes de richesse est canalisé vers l'extérieur. Ça ne nourrit pas les Africains eux-mêmes, si bien que de l'or, du pétrole, du diamant, du cuivre, du coltan, de l'uranium, tout ce de cacao, tout ceci profite à l'extérieur. Les gens viennent prendre tout ceci et pendant ce temps, nous-mêmes, nous avons faim dans nos pays. Et bon, la seule solution qu'on entrevoit, c'est peut-être quitter ces pays-là pour pouvoir venir chercher de l'aide dans les pays occidentaux. Aussi bien même qu'aujourd'hui, on voit que le Kosovo, qui est l'un des derniers pays à être indépendant, les Africains vont là-bas aussi demander l'asile pour qu'on les aide. Donc nous, on est là, nous nous promenons seulement dans le monde, nos richesses profitent aux autres. Et nous allons supplier les autres pour qu'ils nous aident, alors que nous avons tout. Le quatrième aspect du bilan en Afrique en 2011, c'est cette question des élections en Afrique. Les élections qui se déroulent toujours en Afrique. Où on voit que, en fait, il n'y a pas d'élection. C'est-à-dire qu'on donne simplement l'apparence de confier la responsabilité de désignation au peuple. N'a jamais voté. Alors qu'en réalité, bon, ce peuple n'a jamais voté. Il n'a jamais élu ses dirigeants. Au contraire, les dirigeants africains ont été toujours imposés à l'Afrique de l'extérieur. Et on a vu ceci dans quelques pays, à savoir le Nigeria, où on a vu cette année, enfin l'année passée, 2011, on a vu que Goodluck Jonathan, qui était si actif pour aller bombarder la Côte d'Ivoire parce que Laurent Gbagbo aurait truqué les élections, bon, il a fait les élections, il ne les a pas gagnées, mais il s'est autoproclamé président avec l'appui et le soutien des Occidentaux, notamment des Britanniques, des Français et des Américains. Tout juste pour que toutes les richesses, notamment le pétrole,
du Nigeria sert à développer les pays occidentaux au détriment des pays africains. L'un des territoires où il y a eu aussi élection, c'est le Congo. Hein? Le Congo, un des pays les plus importants de l'Afrique. Hein? Sinon, le pays le plus important. Si bien même que Mobutu, à l'époque, disait que l'Afrique était un fusil dont la gâchette se trouve au Congo. C'est que le Congo, c'est le cœur même de l'Afrique, sinon le cerveau même du corps africain. Et ce pays est plongé dans une situation catastrophique depuis des années, depuis des dizaines d'années maintenant. Et l'enjeu au Congo, ce n'est pas la désignation de celui qui va diriger le pays pour pouvoir le développer, mais l'enjeu c'est de voir qui sera à même de faire en sorte que les richesses de ce pays continuent toujours à profiter à l'extérieur. Donc, après l'assassinat de Patrice Lumumba, on avait mis qui à la place Mobutu. Après Mobutu, il y a eu un sursaut populaire, enfin révolutionnaire populaire qui, avec des armes, a amené Kabila au pouvoir. Et quelques années après, Kabila a été assassiné. Et bon, on nous dit c'est son fils Joseph Kabila qui prend le pouvoir. Et aujourd'hui, ce même personnage qui n'a rien fait à la tête du Congo jusqu'à présent, s'autoproclame président avec, une fois encore, l'appui et le soutien des pays occidentaux qui l'accompagnent, en faisant semblant de ne pas voir tout ce qui se passe, si bien qu'actuellement au Congo, nos compatriotes sont en train de mourir, on les assassine. Nous avons vu le film tout à l'heure où un leader d'opposition, un des leaders de l'opposition, notamment du parti MLC, a été tout simplement assassiné, ou actuellement aussi, un bon nombre de nos compatriotes au Congo sont en train d'être tout simplement assassinés pour pouvoir imposer Kabila à la tête de ce pays. Je rappelle que dans un premier temps, quand on voit tout ce qui s'est passé à l'ONU ces dernières années, où Kabila, qui en réalité Joseph Kanambe, dont le vrai nom est Joseph Kanambe, était vu comme un danger pour l'Occident. Pourquoi? Parce que Kabila avait signé un accord avec la Chine d'une valeur de 9 milliards de dollars qui ne serait pas de l'argent en liquide qui serait donné, mais qui représenterait des infrastructures que la Chine devait construire au Congo, notamment des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, d'une valeur de 9 milliards de dollars. Et le Congo s'est engagé à livrer en retour à la Chine des dizaines de milliers de tonnes de cuivre, d'uranium, de diamants, de pétrole, etc. Alors, les Occidentaux avaient vu ce contrat d'un mauvais œil. À l'époque, c'était, comment il s'appelle, Dominique Strauss-Kahn, le coureur de jupon, Dominique Strauss-Kahn, qui était à la tête, qui était à la tête du FMI, qui avait violemment contesté ce contrat, et les Occidentaux avaient considéré ce contrat comme une dette, comme l'aggravation de la dette du Congo. Et donc, l'Occident a obligé Joseph Kanambe, qui s'autoproclame Kabila, à revoir ce contrat à la baisse. Parce que l'Occident n'a pas assassiné Lumumba pour que les richesses, on n'a pas assassiné Lumumba et Kabila et des dizaines de milliers de nos compatriotes pour que les richesses du Congo profitent à la Chine. Donc, l'Occident avait obligé Kabila à revoir ce contrat, ce qui a été fait avec la Chine. Et donc, Kabila était vu à l'époque comme un danger qu'il fallait éliminer. Mais, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les Occidentaux et les Chinois sont parvenus à un accord pour dire, bon, ok, on le maintient au pouvoir, on va maintenir Joseph Kanambe au pouvoir, mais, bon, tout le monde aura sa part des richesses du Congo. Du gâteau. Voilà, du gâteau. Donc, on le maintient. Le gars n'a pas été élu. On le maintient. Voilà. On le maintient contre le choix du peuple. Et on voit actuellement ce qui se passe au Congo. Alors, il y a eu d'autres pays où également il y a eu des élections.
où le même scénario a été confirmé, ce qui en réalité démontre que les Africains ne sont pas indépendants. Voilà, parce que l'indépendance d'un pays ou d'un continent se matérialise par 3 ou 4 choses. Il y a d'abord, sur le plan politique, le peuple qui élit ses dirigeants et qui les renvoie lorsque ceux-ci ne remplissent pas leur mission, les missions pour lesquelles ils sont élus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui caractérise une indépendance, c'est que l'économie du pays doit profiter au peuple. Quand on voit ce qui se passe en Afrique, on ne peut pas dire que l'économie africaine est au service de l'Afrique ou des Africains, hein, mais cette économie-là est extrêmement extravertie et l'Afrique ne produit que ce que le marché international lui demande. Bon. La troisième chose qui caractérise une indépendance, c'est la souveraineté militaire. La souveraineté militaire, quand on va en Afrique, on a l'impression qu'il y a des armées nationales. En réalité, il n'y a pas d'armée en Afrique. Parce que quel est le rôle d'une armée? C'est de protéger à la fois les frontières du territoire et aussi sécuriser les biens et la vie des populations. Quand on va en Afrique, quel est le rôle des armées africaines? On a vu tout à l'heure dans les films qu'on a projetés, le rôle que les armées africaines jouent. C'est un rôle de répression de la population, mais aussi cette armée, ces armées africaines permettent aux dictateurs africains de se consolider au pouvoir. On a vu toutes les manifestations en Afrique être réprimées. On a parlé tout à l'heure du Sénégal, où l'armée, effectivement, se tient aux côtés de Ouad pour réprimer notre population. Au Congo, on voit le rôle que joue l'armée, etc. Et non seulement ces armées africaines fonctionnent comme des milices au service des dictateurs africains, mais aussi ces armées sont enfermés dans ce qu'on appelle les accords de coopération qui lient les territoires africains aux puissances coloniales. Donc la France vient hier seulement, la France vient de signer, d'imposer un accord de défense à la Côte d'Ivoire, qui a été signé par Alassane Ouattara à Paris, et qui séjourne actuellement à Paris. Donc on ne sait même pas contre quoi on veut nous protéger, c'est-à-dire qu'on nous défend contre... On ne sait pas contre quoi on défend l'Afrique. C'est pour nous contrôler. Bon, et dans le même temps, cette question de souveraineté militaire se trouve handicapée dangereusement par la présence des bases militaires en Afrique. Voilà. Donc la France dispose des bases militaires un peu partout. Les Britanniques aussi sont présents. Et la France, ayant des bases militaires, peut aller influencer les politiques dans les territoires qu'elle veut de façon extraordinairement facile. Si bien qu'on a vu avec la crise en Côte d'Ivoire, le coup d'État en Côte d'Ivoire, la France est allée juste chercher ces éléments basés au Gabon pour venir faire l'opération. Au Togo en 2005, lorsqu'il s'était agi d'imposer Faure Gnassingbé au peuple togolais, on est parti juste chercher les troupes en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Et, dans le même temps, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont en train de créer une base militaire en Afrique. Au travers de leur AFRICOM, le commandement américain en direction de l'Afrique. Et aujourd'hui, on voit que les États-Unis sont présents à Djibouti, aux côtés de la base militaire française là-bas. Bon, maintenant, ce qui va se passer dans les années à venir, c'est que la Chine, qui aussi est en train de prendre de l'ampleur en Afrique, va chercher à sécuriser ses acquisitions ou bien ses acquis et va nécessairement développer dans les prochaines années des outils militaires pour pouvoir sécuriser ses sources d'approvisionnement et contrôler ce qu'elle aura acquis. Bon, la quatrième caractéristique d'une indépendance en réalité, c'est la question de la souveraineté monétaire. Quand nous voyons ce qui se passe en Afrique, il n'y a pas de souveraineté monétaire. Le franc CFA, qui est la monnaie la plus répandue en Afrique, est une création française. La France l'a créée en 1945. Bon, et cette monnaie se trouve garantie, soi-disant, par la Banque de France,
qui confisque les avoirs de l'Afrique à hauteur actuellement de 50%. On est passé de 100% à 50% aujourd'hui. Donc, tout ce que l'Afrique vend sur le marché international, la France dit, bon, puisque moi, je sécurise, je garantis votre monnaie sur le marché international, bon, vous allez déposer 50% de ce que vous vendez sur les marchés internationaux chez moi. Donc, l'Afrique se trouve privée d'une large part de ses propres richesses, et la France utilise cet argent, qui est notre argent, disant qu'elle prête aux pays africains, et les Africains doivent payer ces prêts, et payer sur ces prêts-là les intérêts. C'est-à-dire qu'en termes concrets, si les pays africains vendent pour l'année 2011, le commerce que l'Afrique aurait fait, par exemple, sur le marché international, s'équivalait à 1000 francs suisses, la France prend 500 francs suisses. Voilà. Soit disant qu'elle garantit la monnaie. Hein? Et bon, les pays africains se trouvent, les territoires africains se trouvent sans ressources et sont obligés d'aller maintenant demander à la France, pardon, prête-nous de l'argent. Et la France utilise notre 500 qui est là pour nous prêter. Et nos populations doivent travailler pour payer ça. Et ça continue. C'est sur ces relations-là que l'Afrique entretient avec le monde. Et ces relations, nous devons chercher à les comprendre et à chercher à mettre fin à ces relations pour pouvoir permettre à l'Afrique d'avancer. Bon. Je parlais tout à l'heure, dans le bilan, en 2011, de la Chine, j'ai fait allusion à la Chine, je reviens là-dessus. Ce qui se passe actuellement avec la Chine, c'est quoi? C'est que non seulement la Chine fonctionne exactement comme les pays coloniaux, enfin, comme les pays occidentaux, parce que la Chine, comme tout pays, n'a pas plus de morale que les autres. Je ne vois même pas au nom de quoi la Chine serait plus morale que les autres pays. Ils ont les mêmes objectifs. Ils ont les mêmes, tous les pays ont les mêmes objectifs, c'est se développer. Ouais. Alors la Chine va chercher les ressources en Afrique. C'est clair et net. C'est clair et net. Sauf que la Chine peut-être n'opère pas encore de façon militaire sur le continent africain, mais ça viendra. Ça viendra. Et donc, aujourd'hui, non seulement la Chine fait en sorte que le pétrole africain lui revienne de façon extraordinairement facile. On a vu ce qui se passe au Soudan, où la Chine est présente aux côtés du régime comment il s'appelle, de Béchir. Et dans d'autres pays, le Nigeria actuellement, ce qui se passe, on nous dit que oh là là, c'est un conflit religieux, les musulmans massacrent les chrétiens. Ah non, n'allez pas croire que c'est ça. L'enjeu est beaucoup plus grand. Et derrière ce spectacle d'Africains chrétiens d'un côté et de l'autre côté des musulmans qui se massacrent, se joue de grands intérêts, de grands enjeux, notamment pétroliers, où la Chine affronte aussi les Occidentaux sur ce terrain-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non seulement la présence chinoise se manifeste par son aspect économique, mais la Chine agit aussi sur le plan culturel. Aujourd'hui, quand on va en Afrique, dans un pays comme le Cameroun, la Chine est présente, la Chine occupe beaucoup de secteurs, elle vend ses produits, elle va jusqu'à pénétrer les secteurs où les Africains agissaient avant. C'est que même dans la fabrication des beignets, par exemple, aujourd'hui en Afrique, les Chinois sont présents. Les Chinois sont présents. Et la Chine va agir sur le plan culturel en créant dans les universités africaines aujourd'hui ce qu'on appelle les instituts Confucius qui lui permettent de diffuser sa culture, sa langue et sa façon de voir le monde tranquillement et en gagnant du terrain. Et dans quelques années, nous verrons que quand nous retournerons en Afrique même, quand nous verrons peut-être des Africains, si on leur dit bonjour, ils nous répondront en chinois. Ils vont dire Nihon. Voilà. Donc c'est vers ça qu'on se dirige. C'est vers ça qu'on se dirige. Et la troisième façon pour la Chine d'opérer, c'est de faire diffuser au travers des radios en Afrique, parce que Dieu seul sait comment les radios africaines sont accessibles jusque dans les campagnes. Bon, il suffit d'acheter les piles
pour écouter la radio nationale. Et souvent, les seules radios qui sont accessibles, c'est les radios nationales, qui sont voilà, au service du régime. Donc, sur les antennes de ces radios maintenant, la Chine fait diffuser des émissions. Voilà. La Chine, et on enseigne le chinois facile maintenant sur les radios africaines. Donc, dans quelques années, les Africains vont devenir tous des Chinois, ils vont parler le chinois. Et bon, on va servir une fois encore les intérêts d'autres pays à notre détriment, à notre défaveur. Bon, j'ai parlé aussi tout à l'heure du Soudan, où cette fois-ci, on a réussi à casser ce pays. On a réussi à construire maintenant en Chine ce qu'on appelle le Sud-Soudan. Voilà, c'est ça, ça s'est fait en 2011. Le Sud-Soudan qui en réalité n'a aucune existence. C'est-à-dire qu'au moment même où les autres pays, face au monde, en trouve en danger, où tout le monde a peur, tout le monde veut sécuriser son espace, où les gens se rassemblent, on voit qu'en Europe, plus que jamais, des pays veulent adhérer à l'Union européenne. En Amérique latine, les gens essayent de construire une sorte d'Union européenne. En Asie, les gens se rassemblent. Bon, en Afrique, non, c'est la division. On va créer maintenant une sorte de croupion, d'un État croupion qui s'appelle le Sud-Soudan, et où le pétrole, en réalité, est l'enjeu. Et ce pétrole profite tout simplement aux Occidentaux, notamment Israël, qui a beaucoup travaillé sur ce terrain-là en misant sur le christianisme, les États-Unis et l'Europe, qui profitent de ce qui se passe actuellement au Soudan pour exploiter de façon extraordinairement grave toutes les richesses du Sud-Soudan. Pendant ce temps, la Chine, qui soutient le régime de Khartoum, c'est-à-dire le Nord, aussi, exploite sa part, et la Chine et les Occidentaux ont trouvé un accord pour pouvoir partager le pays. Voilà, ils ont trouvé un accord pour pouvoir partager le pays sur notre dos. Bon. Donc, voilà quelques-uns des sujets qui ont meublé l'année 2011 en Afrique. Et peut-être qu'il faut rappeler aussi ce qui se passe actuellement en Somalie. La Somalie qui a été détruite depuis les années 90, où actuellement il n'y a plus d'État, il n'y a rien du tout, où depuis des dizaines d'années, les Occidentaux déversent les déchets nucléaires et toxiques sur les côtes de la Somalie. Et quand les Occidentaux ont rendu la Somalie invivable, il y a des gens dans le pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va dire, bon, comme nous n'avons rien à manger, puis vos bateaux viennent ramasser tout le poisson, et tout ça, bon, on va prendre les gens en otage pour pouvoir vivre. L'Occident dit que c'est des pirates, c'est des terroristes, et donc on envoie des armées là-bas pour tuer nos compatriotes au Soudan, en Somalie. Et actuellement, il y a une coalition des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, appuyée par quelques éléments du Kenya, de Djibouti et de l'Éthiopie, et de l'Ouganda, qui sont en train actuellement d'assassiner les gens en Somalie, sous prétexte que, bon, c'est des terroristes, c'est des shebabs, c'est des guerriers islamiques qui tuent la population, donc on va les assassiner. Donc, voilà quelques-uns des sujets qui ont meublé l'Afrique. Mais effectivement, peut-être que les gens nous diront, oui, il y a eu aussi des soulèvements populaires au Maghreb ou en Égypte et en Tunisie. On a vu les populations se soulever contre les dictateurs qui étaient pendant des années protégés par l'Occident, mis en place par l'Occident, protégés par l'Occident, sous prétexte qu'ils servaient de protection contre l'islamisme radical, dans cette région. Oui, c'est vrai que les populations se sont soulevées, mais ces révolutions-là n'ont pas abouti. En Égypte, l'Égypte qui est le pays le plus important de cette sous-région, parce que les Occidentaux veulent coûte que coûte protéger les intérêts d'Israël dans cette sous-région, eh bien,
l'Égypte, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Moubarak est parti, mais son régime n'a pas changé. Les militaires sont toujours là. Et la population, heureusement, a compris qu'on a failli la déposséder, hein, ou bien la contourner, la circoncire, circoncire seulement sa révolution dans le départ de Moubarak. Et on voulait simplement dire que bon voilà, donc la révolution a abouti puisque Moubarak est parti. Non, les gens ont dit non, et actuellement les gens continuent pas à manifester. Ça, c'est ce qu'on peut appeler peut-être une note d'espoir qui pourra permettre plus tard, ou bien qui pourra permettre aux Africains d'envisager le futur avec plus d'optimisme. Bon, donc, au total, l'Afrique n'a jamais été aussi faible qu'en 2011. C'est-à-dire que 2011 a prouvé aux Africains toutes les faiblesses qu'ils ont. Toutes les faiblesses que nous avons ont été révélées en 2011. Si bien même que des gens sont venus de l'extérieur renverser, assassiner nos frères et sœurs et renverser des régimes. On a assassiné Kadhafi. On a renversé le régime de Laurent Gbagbo et on a confirmé l'Afrique dans le giron de la colonisation. Donc, c'est à nous de voir le problème et de nous dire, plus que jamais, nous n'accepterons de vivre dans ce système colonial où nous ne sommes que des objets dont les autres se servent pour pouvoir s'enrichir. Hein? Et donc, l'avenir de nos enfants est en jeu. Nous, notre avenir, peut-être que, bon, nous, on n'a plus rien à gagner. On n'a plus rien à gagner. Mais quel avenir, quelle Afrique voulons-nous laisser à nos enfants? Quelle Afrique allons-nous laisser à nos enfants? Est-ce que nous allons toujours penser que, bon, puisqu'on est en Europe, on est en Occident, on s'en fout. De toutes les façons, nous sommes sécurisés, nous sommes à l'abri des besoins, nous allons avoir la nationalité de ces pays occidentaux et nous allons y vivre tranquillement. De toutes les façons, le métissage est fait, donc on n'a plus rien à craindre. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Ou bien nous voulons une Afrique à affranchir? Où se trouve notre destin? Parce que si nous revenons un peu à l'histoire contemporaine, tous ceux qui ont envisagé, par exemple, de vivre en Occident tranquillement, ben, à un moment donné, l'Occident leur a montré qu'ils ne sont pas chez eux. Hein? Je veux donner l'exemple des Juifs. Les Juifs se croyaient totalement sécurisés en Occident, jusqu'au jour où Hitler est arrivé. Jusqu'au jour où Hitler est arrivé, et les Juifs, plus jamais, n'ont connu de paix. Donc, si nous, Africains, nous pensons que, bon, ok, nous sommes ici, rien ne nous menace, on va juste vivre ici, nos enfants, tant pis. Si l'Afrique souffre, bon, l'essentiel, c'est de sécuriser l'avenir de nos enfants ici. Qui sait ce qui va arriver demain? Lorsque l'Occident saura que, bon, démographiquement, les Occidentaux ne sont plus, ou bien les Européens, hein, ce qu'on appelle en guillemets la race blanche, hein, seraient en danger, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Parce que ces gens-là ne rigolent pas. Ils ont des armes. Ils ont déployé des armes contre l'Afrique. On a vu ce que ces gens-là étaient capables de faire en Afrique du Sud lorsqu'ils ont inventé des bombes biologiques, hein, et chimiques contre le peuple noir. On prend un blanc et un africain, on leur met le même, on les vaccine du même vaccin. Le noir lui meurt, le blanc n'a rien. On a développé ces armes contre nous. Donc nous devons voir les dangers qui nous menacent. Si l'Afrique reste dans cet état, non seulement si l'Afrique reste dans son état de faiblesse permanente, non seulement en Europe, les Africains, nous ne serons jamais considérés. Quel que soit nos rangs, quelle que soit notre réussite personnelle, les gens ne vont pas nous considérer parce que le prisme au travers duquel ces gens-là nous perçoivent, c'est l'Afrique. Ils nous voient au travers de l'Afrique. Ils nous voient au travers de notre histoire d'esclaves, de colonisés, de tout ça, de miséreux, de sidéens, etc., etc. Donc, même si un Africain devient le président du monde, il ne sera pas respecté parce que tout simplement l'Afrique reste dans cet état de faiblesse. Donc, pour résoudre le problème, nous devons nous mettre
ici et maintenant au service de l'Afrique. En faisant quoi? Tout d'abord en cherchant à comprendre notre histoire, tout ce qui s'est passé. Parce que l'histoire telle qu'elle est enseignée aux Africains est une histoire tronquée, totalement réécrite. Ce n'est pas notre histoire ça. Mais on se contente de cela. Bon, donc comprendre l'histoire, comprendre comment est-ce que nous qui étions des pharaons qui avions construit de grandes civilisations en Égypte antique, pourquoi et comment est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui des populations en rayon, nues, hein, dans des taudis. Vous allez en Afrique, les gens sont là, ils produisent du coton, mais ils sont nus. Hein? Ils sont nus. Les gens produisent du riz de bonne qualité et ils mangent du riz taïwanais ou chinois. Ils sont là. Voilà. Donc, comprendre ce cheminement qui nous a fait dégringoler. Et aujourd'hui et maintenant, créer des organisations, hein, pour pouvoir commencer par faire quelque chose en direction de l'Afrique. Nous en sommes capables. Les gens qui ont ce qu'on appelle les pères des indépendances en Afrique, les Nkrumah, les Sékou Touré, tout ça, les Olympio, hein, tous ces gens-là étaient partis comme nous. Mais, bon, ils ont, par leur conviction, travaillé, hein, pour affranchir l'Afrique de la colonisation, ce qui n'a pas abouti parce qu'on les avait assassinés avant. Bon. Et ensuite, nous devons, pour faire en sorte que les frontières qui sont dans nos têtes tombent. C'est-à-dire que les Africains ne voient plus, que par exemple un Africain du Togo ne voit plus un Africain du Bénin comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui. Puisque tout d'abord, historiquement, les frontières africaines sont des constructions coloniales. C'est pas nous, ce n'est pas les Africains qui ont décidé de construire ces frontières. C'est à la conférence de Berlin, en 1800, à la fin 1884 et début 1885, que les Occidentaux ont décidé entre eux de partager l'Afrique et d'ériger des frontières. Et aujourd'hui, nous nous contentons de ces identités coloniales. On voit quelqu'un qui dit non, toi tu viens de quel pays? Il dit moi je suis du Niger. Et toi? Il dit non, je suis du Sénégal. Il dit ah bon, au revoir monsieur. Bon, c'est pas, je n'ai rien à voir avec toi. Nous sommes les mêmes peuples. Nous avons les mêmes cultures. Nous étions dans de grands empires avant que l'Afrique ne soit morcelée. Mais pourquoi aujourd'hui nous nous contentons de ces divisions, hein, sur lesquelles l'étranger joue, hein, pour nous affaiblir, pour nous monter les uns contre les autres? Donc, faire tomber ces frontières. Et l'Afrique ne va renaître que si ces frontières tombent effectivement dans la réalité. Donc, à terme, nous devons aller vers l'unification territoriale en Afrique. L'Afrique doit redevenir une, avec une seule population, ou bien avec, ne serait-ce que, un seul peuple constitué de plusieurs populations, avec un même objectif idéologique, sécuriser l'Afrique. Et l'Afrique ne va survivre dans un monde aussi violent que si les Africains travaillent à doter l'Afrique des armes. Parce que ce qui a changé les relations internationales dans le monde, c'est les armes. C'est les armes. Les Occidentaux étaient aussi faibles. Dans le temps, l'Europe médiévale. Mais qu'est-ce qui a changé là-dedans? Avant, c'était l'Asie qui était la puissance mondiale. Hein, où la région islamique était la région d'une civilisation très poussée. Mais à partir du moment où les Occidentaux ont acquis des armes à feu, ils ont changé la donne. Ils sont allés conquérir l'Amérique, les Amériques, ils ont exterminé les Indiens, après ils sont allés en Afrique avec les armes, ils ont imposé aux Africains l'esclavage, et après ils ont imposé la colonisation avec des armes. Donc, si l'Afrique veut survivre dans ce monde, parce que l'Afrique est tout l'objet de convoitise, l'Afrique doit se doter des armes de destruction massive les plus puissantes possibles. Voilà. À défaut, ces gens-là vont nous exterminer. Et cette extermination a été déjà annoncée par ce qu'on a vu en Libye et en Côte d'Ivoire en 2011.
si ce n'est bien avant, avec l'assassinat des Samori, hein, de Sibani Solimpio, de Lumumba, hein, de Sankara, de Moumié, hein, de Osede Afana, hein, de Steve Biko, hein, de tous les Noirs. Et partout où il y a les Noirs, dès que les Noirs veulent soulever un peu la tête, dès qu'il y a quelqu'un qui veut rassembler les Noirs, on l'assassine. On l'a vu aux États-Unis. Martin Luther King, qui ne demandait pas grand-chose, qui disait simplement que non, les Noirs doivent avoir le même droit de s'asseoir dans un même café avec les Blancs, on l'assassine. Ne parlons même pas de Malcolm X. Donc, voilà les problèmes auxquels nous faisons face et que nous devons résoudre au travers d'une organisation capable de nous rassembler, capable de nous réunir de temps en temps pour faire le diagnostic des problèmes que nous avons et ensuite imaginer dans ces cas-là des solutions qui vont nous permettre véritablement de redresser l'Afrique. Parce que si l'Afrique n'est pas redressée, eh bien, n'attendons pas que les autres nous considèrent autrement ou bien que l'avenir de nos enfants soit sécurisé. Donc, voilà quelques-uns des points que moi je voudrais soulever. Et je terminerai en disant que si nous voulons reconstruire l'Afrique effectivement, nous devons découvrir notre histoire. Parce que c'est là que se trouvent les clés de notre renaissance. Nous ne pouvons pas continuer par nous promener dans le monde comme ça. Alors que l'Afrique a tout. L'Afrique a tout. L'Afrique a tout. Nous nous promenons dans le monde. C'est humiliant. À un moment donné, il faut faire le bilan et arrêter ces comportements et nous mettre véritablement au travail pour sécuriser l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup pour cette intervention de notre combattant. Comme là, ça fait très mal au cœur. Et dans la salle, si quelqu'un a un mot à dire, nous avons la parole. Merci. Moi, je voudrais remercier les initiateurs de cette cérémonie ou de cette réunion. Il est vrai que depuis un certain moment, les vrais Africains, les 10 fils de l'Afrique se posent pas mal de questions par rapport à ce que nous voyons, qu'on a revu encore ici ensemble ce soir. Et revoir aussi l'histoire pour que les Africains connaissent leur vraie histoire, moi je pense que c'est une bonne initiative. Et par-dessus tout, moi je pense qu'il faut se servir de ce qui s'est déjà passé. Si on sait que les Malcolm X, les Martin Luther King, les indépendantistes, c'est-à-dire ceux qui nous ont amenés aux indépendances en Afrique, toutes ces personnes ont été assassinées. Je pense que, et avec ce qui s'est passé en 2011, je pense que personnellement, ça nous interpelle en tant qu'Africains à changer de méthode. Et changer de méthode, c'est de se mettre à la place, vu qu'on est faible aujourd'hui, de se mettre un peu dans la peau de celui qui est fort, celui qui nous domine, pour voir quelles sont les méthodes qu'ils utilisent pour nous dominer. Comme le confrère l'a précisé, c'est effectivement les armes de destruction massive, toutes ces choses. Mais ils sont en avance sur nous. Moi, le problème pour moi aujourd'hui, c'est ça. On ne peut pas chercher à combattre quelqu'un sur un terrain que la personne maîtrise déjà. Pour pouvoir arriver à bout de cette personne va encore chercher d'autres méthodes pour pouvoir confirmer sa suprématie. Et moi, je pense qu'il serait plus profitable pour l'Afrique que nous qui ont un regard externe. Si nous découvrons ces choses-là avec du recul aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à l'extérieur, nous voyons comment on nous fait, nous voyons comment les gens interprètent notre histoire à notre place. Et c'est ça qui a suscité en nous cette haine en disant que oui, nous sommes des êtres humains, nous venons de quelque part, nous avons des origines, nous avons notre culture et cette culture-là ne doit pas être bafouée. Donc, moi je pense qu'effectivement il y a un travail à faire et ce travail-là, ça demande beaucoup de réflexion
si je circule souvent sur Internet, je vois des choses, il y a pas mal de gens qui ont des idées. Mais nos idées, souvent, sont connues de ceux contre qui on veut mener une lutte. Donc, moi, je pense qu'il y a question de changer de méthode, de réfléchir. Je ne dis pas que moi, personnellement, j'ai la méthode aujourd'hui, mais de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on prend l'éléphant et la fourmi, par exemple, c'est une très bonne histoire qui doit nous permettre en disant la fourmi, c'est que il ne peut pas utiliser la force que l'éléphant a pour faire quelque chose, mais il sait qu'en rentrant dans la narine de l'éléphant, il peut le tuer. Je pense qu'il y a pas mal de choses dans la nature qui doivent nous servir d'exemple aujourd'hui où, pas forcément, on ne va pas dire qu'on va aller, c'est-à-dire contrecarrer ces personnes-là sur le terrain qu'ils maîtrisent aujourd'hui, parce qu'on est très très en retard, mais c'est de nous organiser. Il faut voir la Chine aujourd'hui qui était parmi les pays non alignés, a réussi à sortir la tête. Donc à un moment donné, la Chine s'est vue, voilà, on est un peuple, on a une histoire, on va tout faire dans notre histoire. Ils ont adopté leur langue, tout est fait dans leur langue, ils ont leur monnaie, et par-dessus tout, ils ont une population, la population chinoise, elle est très vaste. D'où aussi la nécessité de l'unification de l'Afrique, parce que en rang dispersé, on ne peut pas aboutir à quoi que ce soit. Exactement. Donc, je pense que les réflexions que nous qui sommes là aujourd'hui, je pense que c'est la première séance. Hein. Donc, à l'avenir, c'est qu'on puisse inviter les autres pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur des méthodes qui permettent déjà d'aider nos frères qui sont en Afrique pour qu'ils puissent comprendre la situation, nous en étant ici, dans nos familles, qui sont les familles qui sont restées en Afrique, d'essayer d'expliquer la situation. Ce n'est pas facile à faire, mais moi je pense que c'est ces étapes-là qui vont nous permettre effectivement de sortir de cette situation qui n'est pas vivable pour nous, qui est un déshonneur pour la race noire. Donc ce sont sur ces points-là que moi j'ai voulu faire quelques précisions, apporter quelques informations et que nous puissions, c'est notre combat nous tous, et que chacun puisse apporter sa pierre. Exactement. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Non, c'est bien, c'est que ce que Ferdinand dit, oui. C'est vrai. L'exemple de la Chine est très intéressant. Il faut voir ce qui s'est passé en Chine, parce qu'on donne souvent cet exemple. Mais la Chine, il faut savoir que la Chine a subi deux colonisations. À la fois la colonisation japonaise qui a été extraordinairement violente, où le Japon avait envahi la Chine. C'est pour ça que la Chine et le Japon ne s'entendent pas très bien. Mais bon, avec ce qui se passe actuellement, on voit bon, il y a des choses qui se font entre les deux pays parce qu'ils sont condamnés à vivre ensemble, de toute façon. Après, il y a eu la colonisation britannique, où les Occidentaux, la France, l'Espagne, le Portugal, avaient aidé la Grande-Bretagne à infiltrer la Chine et à la dépecer et à l'endormir sur au moins un siècle. Ce n'est qu'en 1949 que la Chine s'est réveillée totalement et a pris tout d'abord le contrôle de son espace en main. Donc, qu'est-ce qui va se passer en Chine? Les Chinois étant confrontés à la colonisation, les Chinois ont d'abord fait des révolutions. Je ne dis pas une révolution, des révolutions qui ont été extrêmement violentes, où les Chinois ont coupé non seulement la tête aux envahisseurs, mais ils ont coupé la tête aux Chinois qui sont dans leur rang, qui sont des traîtres, qui veulent coopérer avec l'Occident et le Japon. Voilà. La Chine a fait au moins 3 révolutions extrêmement sanglantes. Et l'ensemble de ces révolutions politiques ont été sanctionnées par la révolution culturelle, où la Chine maintenant, après avoir coupé la tête à tous ceux qui veulent imposer la culture occidentale en Chine, elle s'est maintenant retrouvée en face d'elle-même et elle a convoqué maintenant dans son histoire des penseurs, des philosophes chinois, à savoir Confucius
principalement pour pouvoir faire sa renaissance. Donc, nous voyons que tant que les Africains n'ont pas, dans un premier temps, renversé les dictateurs africains qui sont là, rien n'est possible. C'est comprendre que bon, voilà, on va faire des élections, et puis bon, le gars, et puis ça ne se passera pas comme ça. Donc, dans un premier temps, nous serons obligés de faire face à la mort. Voilà. Parce que c'est comme ça que les peuples se sont bâtis. Voilà. L'unification territoriale de l'Italie, par exemple, hein, l'Italie, jusqu'aux années 1770-1800, l'Italie était très divisée. C'est pour ça que l'Italie n'a pas, en tant que telle, pesé dans la période de la colonisation, enfin de l'impérialisme, parce que les gars étaient faibles en interne, ils étaient très faibles, ils étaient divisés. Les pays occidentaux venaient vider leur querelle sur le territoire italien, comme on le voit aujourd'hui en Afrique, où d'un côté il y a l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, lusophone, machin, maintenant il y a l'Afrique chinoise. Voilà. Donc tout le monde, et puis on s'entretue, on se... Bon, voilà, pour des trucs vraiment... Bon, donc c'est ce qui s'est passé en Italie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement qu'en Italie, il y a eu quelques personnes qui se sont soulevées, notamment deux personnes principalement, à savoir Cavour et Garibaldi. D'un côté, Cavour qui voulait que les choses se passent dans des négociations avec les puissances qui imposaient leur loi en Italie, et de l'autre côté, Garibaldi qui avait opté pour la lutte militaire. Et à la fin, c'est Garibaldi qui a remporté, qui a gagné. Et c'est ainsi que l'Italie a été réunifiée. L'Allemagne a connu la même chose. Hein? La France même, avant même la réunification de la France, c'était le même scénario. La Chine, c'est la même chose. Donc, les Africains devront à un moment donné faire face à la mort, enfin à l'histoire. Et c'est-à-dire que faire face à l'histoire dans l'intention de sauvegarder l'avenir de nos enfants. Parce que si on se tient à nous-mêmes, bon, personne, moi, je ne crois pas que quelqu'un soit aussi fou pour dire, bon, moi je veux qu'on me tue, hein, il faut qu'on me tue pour que, non, pour que moi-même j'en profite, non. Mais si nous pensons aux générations à venir, nous pouvons dire, bon, nous pouvons nous sacrifier pour eux. Nous pouvons nous sacrifier pour nos enfants. Voilà. Donc, c'est toute une question de philosophie aujourd'hui qu'il faut, c'est-à-dire notre façon de penser le monde et la vie même. Parce qu'il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué la religion en Afrique. Hein? La religion chrétienne et islamique. Comment ces deux religions ont réussi à totalement pervertir l'Africain. Hein? Et en lui inculquant des concepts qui n'ont rien à voir avec sa propre façon de voir le monde. Si bien qu'aujourd'hui, les gens sont là. Bon, on prie pour Israël. Tu vois aujourd'hui, tous les dimanches, on prie pour Israël. Demain, on prie pour Israël. Alors que ce pays est armé. Ce pays est armé et assassine les Palestiniens, vole leur territoire. Hein? Ce pays est contre l'Afrique. Il suffit de lire la Bible. Il suffit de lire la Bible. Il suffit de lire comment ceux qui ont rédigé la Bible ont dépeint l'Égypte. L'Égypte est vue comme le temple de Satan, où il faut tout mépriser les Noirs. On a même dit, les rédacteurs de la Bible même ont fait croire que les Noirs sont des descendants de Cham. Donc nous, on est maudits, on est condamnés à être esclaves des autres. Donc, nous débarrasser de ces religions-là, de voir le monde d'une autre façon. C'est très important. Et à partir du moment où nous allons voir la vie autrement, bon, on peut maintenant agir. Parce que si on prend même la religion islamique, l'islam en Afrique, comment est-ce qu'elle se matérialise? Elle se matérialise par la consommation effrénée du mouton. Dès qu'ils sont là, les musulmans africains, ils ne font que manger le mouton. Hein. C'est ça là. Et ils sont en boubou, ils sont là, ils mystifient les gens, ils disent qu'ils font la prière. Ils disent qu'ils font la prière. Alors que nous voyons que dans le berceau de l'islam, c'est la résistance qui caractérise d'abord l'islam dans ces pays-là. Les gens vont se faire sauter, ils prennent les bombes, ils regardent, il y a des envahisseurs en Afghanistan. Bon, l'Occident est là, les gars vont assassiner les gars pour les forcer à partir. Donc, le contrôle de l'espace. Mais l'islam en Afrique, vous avez vu ce qu'il a fait de nous
vous avez vu ce que l'islam a fait de nous. L'islam en Afrique ne nous a pas appris la guerre sainte. Parce que les Arabes, quand ils étaient venus en Afrique faire l'esclavage, il ne faut pas qu'ils donnent aux Africains cette partie de la religion islamique. Parce que si on leur dit que vous devez combattre les infidèles, bah, ça veut dire qu'on donne les armes aux Africains de combattre les arabo-musulmans. Donc, ces gens-là étaient très intelligents. Ils ont enseigné le Coran aux Africains, mais ils ont enlevé cette partie. Voilà. Donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut faire. L'exemple de la Chine est très intéressant. Mais si nous voulons partir de ce que la Chine a fait, il va falloir faire des révolutions. Et ces révolutions nous donneront d'abord la maîtrise sur notre espace. Et à partir du moment où nous aurons maîtrisé notre espace, nous pouvons maintenant élaborer des stratégies de développement. Et je crois que l'Afrique a suffisamment montré dans le passé sa capacité à se développer. On a vu qu'en Égypte antique, les Africains